Aujourd'hui, le grenier Jeanne Tenier a le plaisir de recevoir pour vous Martine Rouard pour Il faut peu de mots, paru aux éditions du Cygne, et L'inconnu dans le jardin, paru chez Bleu d'encre. Un entretien mené pour vous par Isabelle Bielecki. Eh bien, nous allons, bien sûr, merci d'être tous là, malgré la canicule. Merci d'être là pour Martine et un peu pour moi. Martine, je ne vais pas faire comme tout le monde, je ne vais pas vous la présenter. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne ici qui ne sache qui elle est. Juriste peut-être. Non, peut-être. Juriste de formation, poétesse, romancière et active dans les recensions, dans les lectures, dans les jurys littéraires et dans les deux principaux cercles littéraires, bruxellois ou belges, l'AEB et la REM. Donc, un petit résumé quand même. Alors, je dirais en introduction, j'ai relu quelques notes que j'ai faites par le passé, puisque je connais presque pas à pas ta carrière littéraire, et je retrouvais dans un texte que j'ai rédigé il y a quelques années à propos de ton roman Au fil des pages. Le tout premier roman. J'ai découvert à la page 12 une phrase qui, pour moi, qualifiait à l'époque et selon moi qualifie encore toujours ton écriture, l'expression, son murmure intérieur. Et c'est encore toujours ainsi que je te perçois à travers tout ce que tu écris, que ce soit de la poésie et le roman. Alors pour aborder le premier texte qui est « Il faut peu de mots », paru en 2022 aux éditions du Cygne, et je vais commencer par lire le premier texte. Et je vous annonce déjà dès à présent que tous les textes sont à peu près de la même facture, donc des textes très courts, très ramassés. Un mot, peut-être deux, pour se remettre au monde, au premier pas du jour. Je vous le relis, en général quand les textes sont courts, on lit deux fois. Un mot, peut-être deux, pour se remettre au monde au premier pas du jour. Et en le lisant, ce texte, et chacun a son caractère, son tempérament, nous sommes de tempéraments presque diamétralement opposés. Moi, je suis pessimiste, Martine est solaire. Et au troisième vers, j'avais changer un mot, un seul mot de deux lettres, c'était pour se remettre, elle écrit au monde, et moi je me suis dit, tiens, on pourrait mettre pour se remettre du monde. Ce qui change totalement la signification, bien sûr. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du poids de chaque mot. Et certainement chez toi, et certainement dans ce recueil-ci. Et voici ma première question. Pèses-tu chacun de tes mots avec une balance d'apothicaire ou peut-être de bijoutier? De bijoutier, alors on va dire. Oui, ou disons qu'au début, quand j'écrivais, c'était pas à ce point-là. Quand j'écrivais les romans, évidemment... mes premiers romans, quand je les relis maintenant, je me dis qu'il y a beaucoup de choses que j'enlèverais, quoi. Et au fur et à mesure de mon évolution, je vais dire que de plus en plus, j'ai réduit, diminué, sabré dedans, et de plus en plus, oui, peser chaque mot. Alors ici, bon, évidemment, le titre le dit, il faut peu de mots, mais il faut encore que les mots soient quand même assez justes, sinon peu de mots, mais qui ne voudraient rien dire, ou qui
qui serait inutile, avec des mots inutiles dedans, évidemment, ce serait raté. C'est ce que je veux, ce que je cherche en tout cas, c'est vraiment arriver à dire une image, une pensée, mais vraiment resserrée sur l'essentiel. Donc forcément que chaque fois je réfléchis, est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que c'est le mot juste? Est-ce qu'il n'y en a pas un de trop qui n'a rien à faire là, même s'il est joli, quoi. Ouais. Je vais peut-être embrayer sur ce que tu viens de dire vers la seconde question. En fait, on peut dire que quand on utilise peu de mots, on rend sa place au silence. Oui. Et en regardant Oui, c'est le très recueil, vrai, tu as raison. il y a beaucoup de blanc. Et le blanc, en poésie, c'est du silence. Ce n'est pas du vide, c'est du silence. Oui, Ce c'est n'est des pas la même non-dits, chose. du silence, des Voilà. non-dits, mais qui veulent dire quelque chose. Et alors, en reprenant une petite recension que j'avais faite sur ta page Facebook, justement à propos de ce recueil de poésie, j'avais écrit « Martine chemine sur le chemin du silence avec une légère besace sur le dos. » Et par curiosité, j'ai calculé le nombre de fois que tu as utilisé le mot « mot » dans ce recueil et le nombre de fois que tu as utilisé le mot « silence ». Eh bien, 33 fois le mot « mot » et 2 fois seulement le mot « silence ». Alors ma question est, est-ce que le mot naît du silence ou bien, comme tu l'écris, page 47, je ne vais pas le lire mais je le cite, « Tout le tumulte se fait à l'intérieur ». L'importance du silence Oui. en poésie. Oui, alors d'abord peut-être pour répondre aussi à ta réflexion que j'utilise beaucoup le mot « mot », en fait, oui, ici c'était un peu évident parce que, pas seulement à cause du titre, mais parce que c'est en fait un peu un recueil sur l'écriture. Pourquoi on écrit, pourquoi j'écris, qu'est-ce que les mots apportent. Donc forcément, les mots, ils ont la première place dans ce recueil. Donc c'est vrai que c'est pour expliquer ça, mais les mots, comme tu dis, enfin, je ne sais pas si c'est ce que tu as dit, mais les mots, Oui, oui. dans un poème, je pense que je ne suis pas la seule à penser ça, il n'y a pas que les mots qui comptent en effet. Il y a les mots silence, mais le silence, il n'a pas besoin d'être pour moi nécessairement nommé. Il se trouve Dans la page blanche. entre les lignes, ou à la fin du poème, ou parfois, enfin, certains m'ont dit, oui, j'ai lu tes poèmes, et puis je ferme le livre et je m'évade un tout petit peu, qu'est-ce que ça m'évoque, parce qu'en fait, chacun ajoute un peu son vécu à la lecture de la poésie. C'est pas quelque chose de fermé, comme où on décrit quelque chose, on laisse la porte ouverte à plein de choses. Donc il y a une porte ouverte à la fin, le grand blanc, donc une grande porte, mais il y a aussi des tas de petites fenêtres entre les lignes, je vais dire ça comme ça. Alors, pour enchaîner directement là-dessus, justement avec cette répétition du mot « mot », est-ce à dire qu'il ne faut pas être savante pour devenir poète, ou alors que la poésie se nourrit de peu? Oui, il ne faut pas être savante. Enfin, c'est mon avis évidemment. Il y a oui, toutes sortes de poésie. C'est toi qui l'as voilà. dit, ouais, mais non, pas... mais je veux dire, parce que ce que je réponds, on pourrait dire poète. que certains poètes ne sont pas d'accord avec ce que je dis, parce qu'il y a 1000 sortes de poésie. Mais moi, la poésie que j'écris, en fait, on le voit, ce sont des mots, c'est pas des mots compliqués, recherchés, c'est des mots simples en fait. Et les expressions, c'est pas hermétique non plus. Donc, c'était ça ta question? Oui, c'est ça.
tout le monde peut Oui. devenir poète et il ne faut pas beaucoup de mots. Il ne faut pas être savant, en tout cas, pour Oui, c'est reprendre ça. ta question. Il ne faut sûrement pas être savant, ni même professeur de français, ou aller dans le dictionnaire chercher des mots compliqués. On se dit qu'est-ce qu'elle a voulu dire, c'est joli, mais qu'est-ce que c'est. Enfin, on peut, mais ce n'est pas ma façon. Et que la de voir les poésie choses. se nourrit de peu. C'est-à-dire qu'il ne Oui. faut pas avoir fait le tour Non. de la terre pour devenir poète. Non, il faut. Romancier, pour moi, peut-être. Ben, et Ça encore, aide. ça dépend des romans, un roman intimiste non plus. Oui. En fait, c'est beaucoup en soi qu'il faut le trouver. Bon, c'est en soi qu'on trouve les idées. Maintenant, c'est vrai qu'on peut faire des poésies qui sont plus des poésies de voyage ou des poésies où on veut décrire des choses, ça c'est autre chose. Mais ici, c'est plutôt en fait une poésie intérieure, ouais. C'est ça. Méditative, je dirais, enfin des mots comme ça. Oui. Une poésie contemplative. Oui, non. Et donc je vais lire un poème qui se réfère ou qui parle de cette contemplation. On ne trouve pas les mots qu'il faut. Un oiseau se pose, il n'y a plus rien à dire. On ne trouve pas les mots qu'il faut. Un oiseau se pose, il n'y a plus rien à dire. Donc ça rejoint ce que tu viens d'expliquer. Alors je vais lire un autre de tes poèmes. Ou bien si tu veux toi de le lire peut-être. Non, tu lis bien, je trouve. Non, non, je suis contente que tu lis très bien et avec la voix parfaite. Non, non. De la page 25. Et là aussi, il y a un petit exercice comme ça, comme on a fait au tout début. Tu vas voir. Entre les mots s'échappe un peu de moi. Je pense qu'un peu de moi m'échappe aussi. Entre les mots s'échappe un peu de moi. Je pense qu'un peu de moi m'échappe aussi. Et moi, avec mon côté un petit peu comme ça, fouineur, je me suis amusée à dire m'échappe ainsi. Ah, oui. Tu vois, c'est aussi oui, autre chose. c'est un peu autre chose. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ce genre de C'est poésie, ça la je richesse trouve, ouvre de la la poésie. porte. Voilà. Non seulement, même moi, ce que j'écris, à la limite, je pense à plusieurs choses. Ça peut être quelque chose de plus concret ou quelque chose de plus intérieur. Et chaque lecteur, il voit ce qu'il a envie d'y voir un peu. Et il ajoute son propre vécu et sa propre émotion en rapport avec sa vie. Oui. Je trouve que ce poème-ci, tout particulièrement, est un poème philosophique. Oui, c'est peut-être un grand mot, mais oui, c'est une réflexion. Oui. Et que la philosophie a joué un grand rôle. Oui, oui. Et ça continue à se ressentir dans ce que tu écris, dans ce que tu continues à écrire. Est-ce que je peux ajouter un peu? Oui, bien sûr. Quand tu dis dans ce poème, un peu de moi m'échappe aussi, je voulais dire qu'en fait, quand on écrit, enfin moi quand j'écris de la poésie aussi, parfois écrire un poème révèle tout d'un coup beaucoup sur soi qu'on ignorait à la limite. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça qu'on écrit un poème et en l'écrivant, ça révèle quelque chose sur soi. Et donc, c'est ça que j'ai voulu dire un peu en disant un peu de moi m'échappe aussi, c'est que, tiens, je me suis livrée là, je ne m'attendais même pas que j'allais me livrer et dire quelque chose que je ne voulais pas nécessairement dire, quoi. Il y a deux poèmes qui m'ont intriguée, un peu amusée. Ah, Ceux de la page 26 et 27. C'est quand même des livres. 26 et 27. Je vais les lire en suivant et puis je vais les relire en suivant. Il faut peu de mots pour qu'il pleuve doucement dans un poème. Il faut peu de mots
pour rentrer tout entière dans un rayon de lumière. Alors je recommence. Il faut peu de mots pour qu'il pleuve doucement dans un poème. Il faut peu de mots pour rentrer tout entière dans un rayon de lumière. Et je me suis dit, c'est un petit peu Jean qui pleure et Jean qui rit. Tout à fait. C'est pour ça que les poèmes se Voilà. suivent, tu as bien vu. Et j'ai bien aimé cette succession et l'image tout de suite. C'est vieux comme expression, elle remonte à notre enfance. Hein. C'est pas quelque chose qui s'utilise couramment dans les médias actuellement ou dans la presse, quelle qu'elle soit. Jean qui rit et Jean qui pleure, ça remonte au temps des fables de La Fontaine, en fait. Donc voilà. Donc en fait, je me suis dit, bon, les deux facettes de la poétesse peut-être. Ben oui, on a tous deux facettes, une facette gaie et une facette plus triste. Et alors, en conclusion, pour ce recueil, dirais-tu, c'est peut-être une question un peu bateau, hein, mais quand même, dirais-tu que ta poésie apporte un peu de douceur dans ce monde de brut? Ben j'espère, oui. Bon, vu la réaction parfois de certains, ça me rend heureuse quand quelqu'un me dit que ça fait du bien de lire mes petits mini-textes. Oui, je pense qu'on en a besoin. Bon, je sais qu'il y a des poètes, enfin par exemple on voit ça sur Facebook, qui disent à la limite qui vous gênerait presque d'écrire des poèmes un peu légers, parce que dans le monde où on vit, la guerre, les malheurs et tout, mais oui, il y a des poètes qui sont des poètes qu'on appelle des poètes de combat, qui font de la poésie de combat, engagés. Oui, c'est clair que le poète doit aussi crier son indignation, sa révolte sur certaines choses, c'est un de ses rôles, mais c'est pas pour ça que je trouve dans la vie n'est pas faite que de drames. On a chacun une seule vie qu'il faut essayer de vivre au mieux, donc il me semble que essayer d'apporter un peu de douceur et de légèreté dans la vie, essayer de la sauvegarder, c'est important aussi. Enfin, c'est mon avis, non, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. C'est mon avis. Je le tiens, et je suis certaine qu'il y en a d'autres ici qui pensent la même chose. Alors on va passer au deuxième livre. Oui. L'inconnu dans le jardin. Tous les photographes se mettent en droit. On entend crépiter les... Clop, 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 clic, clic, clic. Je souris. Cheese. L'inconnu dans le jardin. Alors, dans la préface, Michel Joiret parle de fables. On pourrait aussi parler de récits. On pourrait parler de prose poétique. Es-tu d'accord ou non avec ces appellations et laquelle privilégies-tu? Là, en tout cas, c'est pas une nouvelle. Parce que quelqu'un avait écrit que c'était une nouvelle. Là, c'est pas du tout une nouvelle. J'ai pas dit nouvelle. Hein. Non, pas toi. Mais j'ai lu ça une fois. Et ça, une nouvelle, bon, c'est pas une nouvelle. Bon, alors, on peut dire que c'est un récit d'une certaine manière. Mais vu la dimension que j'ai voulu donner poétique dedans et qui ouvre quand même une grande porte à l'imaginaire là-dedans, le mot récit onirique pourrait aller aussi, et fable convient aussi, donc je dirais qu'on pourrait l'appeler, il n'est pas classable dans une petite boîte vraiment déterminée. Mais c'est bien de créer mais pas une nouvelle en tout cas, pas une nouvelle, c'est tout sauf une nouvelle avec une progression dans l'intrigue, etc. Non, on ne peut pas dire que ce soit une intrigue. On y reviendra. Oui, il y a quand même une mini-intrigue, mais c'est pas vraiment une intrigue genre nouvelle. Quoi. Voilà. Je m'étais dit, je ne vais pas faire un résumé de ce récit, mais je vais m'attarder à la couverture. Je vous remontre la couverture. Et je me suis rendu compte que tout ce que contient ce livre se retrouve dans la couverture. En résumé.
Il y a d'une part l'inconnu, retenez bien, un inconnu, il y a un jardin, il y a la narratrice, dont le nom et le prénom figurent sur la couverture, et puis surtout il y a le dessin. Et je me suis attardée sur ce dessin, qui est un excellent choix. Et si vous regardez bien, et vous serez peut-être d'accord avec moi, je l'espère, en tout cas c'est ce que j'ai vu, il y a au moins 2 visages dans ce dessin. Et c'est ça toute l'énigme de ce récit, 2 au moins, ou 3, ou une ébauche d'un 3e. Et donc, tu es d'accord avec moi? Il y a d'autres dessins à l'intérieur du livre, et incontestablement le dernier dessin est celui d'un homme, mais ici, dans la couverture, c'est particulièrement bien choisi. Cela crée une sorte de mystère, de triple miroir en fait, un rappel de 3 visages. Alors ma question c'est, es-tu d'accord avec moi? Oui. Et peut-être à partir de ce que je viens de dire sur la couverture, peux-tu parler un petit peu du roman sans divulguer l'intrigue? Donc, c'est pas un roman, non. Oui, de récit, oui. Non, mais je comprends qu'on dise. Un petit peu. Oui, je peux dire le début. Je Dis- peux dire le oui. début. C'est une femme, on va dire elle a mon âge. Elle habite une maison avec beaucoup de fenêtres et un grand jardin. Et le soir, elle a l'habitude de fermer, quand il fait noir, elle ferme toutes les lumières chez elle et elle regarde dehors. Parce que sinon, on ne voit pas dehors. Donc elle ferme toutes les lumières. Et puis, elle voit une ombre passer dans son jardin. Et c'est à partir de là, elle croit que c'est un renard, parce que c'est vrai qu'il y a des renards qui passent, mais cette ombre, elle la voit, ou elle l'imagine, mais elle la voit. Elle voit cette ombre debout contre un érable, donc un homme, dans son jardin. Et à partir de là, je dirais que la narratrice commence un petit peu à dialoguer avec les ombres de sa vie. En fait, elle parle de ses angoisses, elle a des angoisses, de ses souvenirs, des disparus, enfin, d'autres choses encore qu'on va peut-être pas dire. Ben, je sais pas, ça dépend. Oui, on va peut-être arrêter là, parce que ça sinon, dépend de tes sinon questions. j'aurais plus rien à dire. Hein. Mais non, j'arrête. Si j'ai peut-être dit déjà trop Mais en d'après fait, tes questions. Mais... je vais simplement rapidement passer sur ce que j'avais prévu comme commentaire. Ici aussi, tu joues avec la page blanche. Certainement au début. Ça, c'est la première page. Elles sont pas toutes comme ça. Non. Il y a des pages plus remplies. Hein. Mais, voilà. La première page et la première phrase, la voici. La première fois que je l'ai aperçue, c'était il y a 2 jours. Une nuit de pleine lune, il faisait froid, l'air était calme et sans nuages. Et puis une page blanche. Alors tu te dis, voilà, la première fois que je l'ai aperçue, tu attends quand même la suite. Hein, tu attends qui? Alors tu tournes la page, tu cherches, tu lis, et puis ce n'est qu'à la 3e page que tu dis un inconnu dans mon jardin, mon imagination, et donc voilà, tu sautes comme ça, l'information saute d'autres paragraphes, et je me suis même En fait, c'est un peu inconscient, d'une certaine manière, en partie. Sans doute. D'avoir construit ça comme ça, ça me paraissait évident de mettre un blanc. Je l'ai aperçu, et puis il y a comme un temps, un temps d'arrêt, et puis en fait, elle le revoit le lendemain. Enfin bon. Il y a le mystère finalement Oui. qui est introduit dans cet ouvrage. Fais attention au choix des mots. Dans cet ouvrage, un mystère qui, dès la première page, est introduit dans cet ouvrage.
et qui se dévoile très progressivement et très lentement à travers la Se lecture. dévoiler, même façon de parler, quoi. On ne peut Oui, pas dire que... oui. Ce qu'il y a, c'est que, à propos de l'écriture, puisqu'on va aborder la question de l'écriture, j'ai relu plusieurs fois ce recueil pour en retirer les questions que je souhaite te poser. Et je suis arrivée à la conclusion qu'en fait, ce recueil est comme un tissu, un tissage très serré de poésie, de récits, de description, d'introspection et de mystère. Je vais vers l'étang. Impression étrange qu'il pense, tapis dans les hautes herbes. Ces eaux calmes et peu profondes sont impénétrables, presque effrayantes, comme si des ombres y dormaient tout au fond. Plongé dans ses rêveries méditatives, l'hiver et le froid l'indiffèrent. En été, même quand il fait beau, son eau ne se remplit jamais complètement de lumière, et dès que le soleil tombe, elle redevient noire, comme de l'encre. De drôles d'idées flottent dans mon esprit quand je reste longtemps à le contempler. Sorte de passage secret vers le dedans qui me donne le vertige. Donc c'est l'étang. Et donc il y a tout ça, il y a de la poésie, il y a du récit, il y a de la description, du mystère et de l'introspection. Est-ce que tu es d'accord avec moi? En fait, je dirais qu'on retrouve tes trois personnalités, la philosophe, la poétesse et l'amoureuse de la nature. Dans quel ordre les classerais-tu? Ils sont tous ensemble. Tu as bien vu, c'est vrai que le jardin, la nature sont une grande source d'inspiration, mais aussi l'introspection. Donc non, tu as tout résumé. Il faut peu de mots pour dire exactement ce qu'il faut dire, donc c'est parfait. Venons-en au personnage. Il y a la nuit en tant que personnage. Il y a bien entendu le jardin, puisque bon, il est lu dans la couverture. Et je voudrais lire à la page 32 qui me mène vers cette question. Le jardin, ce n'est pas seulement l'espace clos du jardin. Il y a aussi la maison et ton ordi. Et ici, à la page 32, tu vas les quitter. Tu vas les quitter pour la mer. La mer aux antipodes du jardin clos. Jardin clos vers lequel tu vas revenir. Et ma question sera pourquoi? Mais réfléchis-y pendant que je lis la page. Et pourquoi je quitte pour aller... D'accord. Oui. Moi, je lis le texte et toi, tu expliques pourquoi. Demain, c'est mon anniversaire. Il me faut changer d'air, agrandir l'espace, allonger mes chemins, secouer mes obsessions. J'irai dans un lieu de clairière infinie, au bord d'une étendue sans aucune barrière que le vent. J'irai au bord de la mer. Le regard perdu dans les grilles de l'eau et du ciel, mes songes prendront le large, comme des ballons qu'on lâche, dénoueront tous ces vertiges à l'intérieur de moi. Je marcherai à grandes enjambées et j'écouterai d'autres chants, la rumeur sourde de la marée et les cris des oiseaux blancs. La réponse. Eh bien, je me mets dans la tête de la narratrice, en fait, elle finit par, dans le mot, tu l'as lu, elle finit par être un peu, et elle le sent obsédée par cet inconnu dans ce jardin qu'elle croit voir, parce que nuit après nuit, elle se poste à la fenêtre, elle attend, elle croit le voir ou elle ne le voit pas, elle croit voir des traces
autour de l'érable le matin, etc. Et c'est un peu justement pour ce... Elle a un sursaut, je dirais, de raison peut-être, pour sortir de ça. Elle se dit, je vais aller, ben, comme tu l'as lu, à la mer, là où il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'inconnus. Et voilà, et donc... mais elle revient. Je ne sais pas si tu veux... Non, ça va. On va laisser ça comme ça. Il faut laisser un peu du mystère quand même Oui, pour on va les laisser lecteurs. du Voilà. Bon, alors, il y a la nuit, donc il y a le jardin. Elle est déçue un peu de la mère, en fait. Ça, on peut quand même dire. Oui. Elle est un peu déçue, même si la mère, c'est clair, mais elle est un peu déçue. Elle croyait s'ouvrir des horizons, mais non, tout ce qu'elle veut, c'est revenir dans son jardin, en fait. Revenir vers les arbres. On peut revenir vers les arbres. Troisième série de personnages, surtout l'érable. Autre personnage, c'est l'ombre dans le jardin, l'inconnu en fait, hein, appuyé contre l'arbre. Et alors, à propos de cet inconnu, une relation s'installe entre la narratrice et cet inconnu, une relation pour le moins ambiguë. Elle est faite de surprises, de curiosité. En fait, elle devrait avoir peur, parce que sa sœur lui a dit à la narratrice qu'il y a eu un vol dans le quartier, qu'elle devrait faire attention et fermer le soir sa fenêtre et sa porte. Donc, surprise, curiosité. Et puis, étrangement, j'ai relevé de la coquetterie. Malgré le conseil de sa sœur, il y a cette phrase de la narratrice, bien entendu. Il doit exister une jouissance secrète à se savoir épier. Le soir, maintenant, je me fais belle. C'est un peu de la provocation, non ? Oui, oui. Et pour revenir d'abord à ce que tu dis, puisque tu en as parlé, que ma sœur vient et dit attention, j'ai entendu que... Et en fait, quand elle entend ça, elle est déçue, elle dit quoi ? Alors, ce ne serait qu'un rôdeur. Donc elle n'a même pas peur, elle est déçue qu'il y ait éventuellement un rôdeur dans le jardin. Ah, ce n'est que ça. Et donc, oui, elle espère que ce soit autre chose. En tout cas, elle y voit autre chose. On va laisser planer le mystère sur cette autre chose et on va faire un saut vers la fin du livre. Un bruit déchirant, un craquement suivi d'un choc. On dirait un géant qui tombe. Le cœur suspendu, mais je sais déjà. L'érable. Ses plus grosses branches gisent par terre, étendues en travers de la pelouse. Je ne me rendais pas compte à quel point l'arbre était haut. Je le regarde, ce qu'il en reste. On ne le reconnaît plus, décapité, disloqué. Je joins les mains, réflexe de supplication, moi qui n'ai jamais su prier. C'est évidence. Le jardin ne sera plus jamais tout à fait mon jardin. Il faudra réapprendre le paysage et le ciel, me les réapproprier, m'acclimater au vide. J'arrête ici. Et moi, je connais ton jardin. Et je sais très bien qu'il n'y a aucun orage qui a déracé, enfin, aucun arbre qui a été foudroyé par... Si, au tout début, maintenant c'est pour l'anecdote, au tout début, quand on était là, un cèdre est tombé. Oui, mais Mais moi, ça je n'est connais pas de ça de- que je voilà. parle. Non, non, En voilà. tout cas, certainement pas. Et donc, je me suis dit, en conclusion, ce n'est pas l'orage qui a foudroyé l'abri de l'inconnu et l'arbre, ou l'idée de l'arbre, et l'inconnu, et la personne que personnifie l'inconnu, puisque celui-là, on ne va pas le nommer, c'est l'auteur qui a tué les trois. Et l'arbre, et l'inconnu, et la personne qui est représentée. Tu crois pas ? C'est pas tout à fait ça que j'ai voulu, que j'ai voulu dire.
il n'y a pas d'arbre déraciné dans mon jardin, mais on sait bien, c'est quand même pas, même s'il y a beaucoup de soi dedans, c'est pas un récit autobiographique. Non. Donc, Mais je peux poser des questions indiscrètes. Hein. ouais, tu peux, mais je réponds, attends, j'ai pas voulu, non, si c'est l'orage dans ma tête, c'est vraiment l'orage, mais qui était en fait salutaire d'une certaine manière, parce que cet orage, il a tué l'arbre, mais en même temps, il a libéré la narratrice de quelque chose et lui a apporté des réponses où finalement, c'est difficile de le dire sans raconter plus. On va dire que c'est un point final sur quelque chose. Quelque chose. Mais c'est pas un événement triste en soi, même si au début c'est un événement triste, hein, parce que la mort d'un arbre, si j'ai voulu le mettre aussi, parce que je me suis dit à un moment donné de mon récit, entre guillemets, qu'est-ce qui va se passer, hein, parce qu'on ne sait pas d'avance ce qu'on va écrire en fait, on ne planifie pas vraiment. Je me dis qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui m'importe. Et alors je me disais que je dois penser à des choses qui m'importent et qui vont me faire vraiment mal dans la situation où j'avais mis la narratrice. Et je me suis dit, mais voir un grand arbre qui meurt ou qu'un voisin coupe et tout, moi ça me fait mal, vraiment, ça me fait mal dans mon ventre de voir ça. Et donc, j'ai vraiment voulu que malheureusement cet arbre meure, mais c'est pas moi qui l'ai tué, non. Non, c'est pas moi. C'est l'auteur en toi. C'est pas moi. C'est l'auteur en toi. Oui. C'est l'autre toi en toi. Mais maintenant, c'est vrai que en même temps, on arrive avec ce Théodore qui. Mais justement, qui quitte. Propos de Théodore. Oui. À propos de Théodore. Plus. En conclusion, on dit que dans le processus créatif, on s'attache à ces personnages, on en rêve même. La question est, Théodore hante-t-il encore tes rêves, comme un regret ou un remords? Alors Théodore, je peux quand même en dire un mot. En fait, Théodore, c'est un personnage de mes 2 derniers romans, qui sont parus chez Murmure des Soirs. En fait, c'est un personnage, je me pose parfois encore la question, mais qu'est-ce qui vient toujours faire dans ma vie, ce personnage? Et je n'arrive pas à le quitter tout à fait, quoique avec ceci, il est un peu quitté. Mais déjà dans le premier roman, c'était quelqu'un qui devait juste frapper à une porte et puis s'en aller. Mais il a frappé à la porte le surlendemain, et il s'est imposé dans le roman, vraiment. Non, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et il s'est tellement imposé que quand j'ai réfléchi, tiens, je vais écrire un autre roman, j'ai tout de suite pensé, mais Théodore, qu'est-ce qu'il est devenu 20 ans après? Et j'ai repris ce Théodore. Et ici, en fait, c'est bien que tu parles de ça, parce qu'on peut quand même dire, sans trop déflorer le livre, que un des sujets du livre, c'est en effet un peu le processus créatif de se mettre dans la tête de quand on écrit un roman avec un personnage qui vous habite de plus en plus. Hein, tu sais, ça, toi qui es romancier, tu sais que ça t'habite et que tu n'en dors plus, etc. etc. Donc, c'était un peu ça aussi que j'ai voulu mettre, ce personnage qu'on voit finalement un peu partout. Vous devinez un petit peu ce que je veux dire par là, mais sans déflorer un suspense insoutenable en disant ça. Donc, voilà. Et donc, est-ce qu'on le reverra encore? Mais je ne sais pas. en fait, il est parti, mais on ne sait pas où. Peut-être reviendra-t-il encore. Hanter un livre. Peut-être. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Moi, je te remercie de tout cœur, Isabelle, parce que tu as vraiment trouvé... On ne s'était pas du tout concerté, donc tu as vraiment analysé les livres avec une énorme sensibilité. Enfin, ça ne m'étonne pas plus que ça, mais... et poser vraiment des bonnes questions qui font réfléchir, même celui qui a écrit les bouquins. Qui est un plus, évidemment. Merci. C'est avec plaisir.
Et pour vous remercier de votre participation à ces masques et la plume, très chère Martine Rouard, cette rose qui ne devrait être pour vous qu'une pierre de Ronsard.